Jusqu'à la fin de sa vie, Lazare Lansonnier ne sut jamais comment les deux lignes ennemies s'étaient accordées sur un cessez-le-feu pour y accéder. Vers midi, on suspendait les tirs, et un soldat disposait d'une demi-heure pour sortir de sa tranchée, s'approvisionner en eau avec de lourds seaux et faire marche arrière. La demi-heure passée, un soldat allemand se ravitaillait à son tour. Une fois les deux fronts fournis, on recommençait à tirer. On survivait ainsi pour continuer à se tuer. Cette danse noire se répétait tous les jours avec une exactitude militaire, sans aucun dépassement de part et d'autre, dans un strict respect des codes chevaleresques de la guerre, au point que ceux qui revenaient du puits disaient entendre pour la première fois, après 2 ans de conflit, le chant lointain d'un oiseau ou la meule d'un moulin. Lazare Lansonnier se porta volontaire. Chargé de 4 seaux pendus aux avant-bras, de 20 gourdes vides en bandoulière et d'une bassine à vaisselle entre les mains, il atteignit le puits après 10 minutes de marche, en se demandant comment il rebrousserait chemin avec les mêmes récipients pleins. Le puits, entouré d'une vieille margelle et d'un muret décrépit, avait la tristesse d'une volière vide. Tout autour, gisaient quelques bassines trouées de balles et une vareuse militaire que quelqu'un avait abandonnée sur le rebord. Il attacha l'anse du seau au bout d'une corde et le fit descendre jusqu'à entendre un clapotement. Il tirait pour le remonter lorsqu'une masse apparut subitement, comme un rocher devant lui. Lazare leva la tête. Debout, couvert de boue de camouflage, un soldat allemand pointait son arme sur lui. Terrifié, il lâcha la corde, laissant tomber le seau, se redressa d'un bond, voulut s'échapper, mais trébucha sur une pierre et cria « Pucha !» Il attendit le tir, mais il ne vint pas. Lentement, il rouvrit les yeux et se tourna vers le soldat. Il fit un pas en avant, Lazare recula. Il avait sans doute le même âge que lui, mais l'uniforme, les bottes, le casque, tout lui en donnait davantage. Le soldat allemand baissa son pistolet et lui demanda « Eres chileno ?» Cette phrase fut chuchotée dans un espagnol parfait, un espagnol où apparurent des condors furieux et des arianes, des cormorans et des rivières qui sentent l'eucalyptus. « Si !» répondit Lazare. Le soldat eut une expression de soulagement. « De donde eres ?» demanda-t-il. « De Santiago !» L'Allemand eut un sourire. « Yo también, me llamo Helmut Richmann. » Lazare reconnut le jeune voisin de la rue Santo Domingo qui lui avait demandé 10 ans auparavant l'origine de son nom. La nouvelle de la guerre était tombée sur eux en même temps. Tous deux avaient cédé à la tentation de traverser un océan pour défendre un autre pays, un autre drapeau. Mais à présent, devant ce puits, l'espace d'un instant, ils revenaient en silence pour s'abreuver à la source qui les avait vus naître. « Escúchame » dit l'Allemand. « On prépare une attaque surprise vendredi soir. Débrouille-toi pour être malade ce jour-là et passe la nuit à l'infirmerie. Ça pourrait te sauver la vie. » Helmut Richmann prononça ces mots d'un seul souffle, sans calcul ni stratégie. Il le dit comme on donne de l'eau à un autre homme, non parce qu'on en a, mais parce qu'on connaît la soif. L'Allemand ôta son casque d'un geste lent, et seulement alors Lazare put le voir avec netteté. Son visage était d'une beauté marmoraine,
lourd et mat, d'une couleur sobre dont la patine rappelait le charme discret des vieilles statues. Lazare se souvint de tous ces soldats qui dormaient dans des fosses dans l'espoir de surprendre une conversation, de révéler la cachette d'un peloton ou la position secrète d'une mitrailleuse. Et il mesura le prix de cette confidence, qui lui parut tout à coup évidente et absurde, jetée avec ses grandeurs et ses bassesses dans les véritables dimensions de l'histoire. Il vécut ce jour-là le premier dilemme d'une longue chaîne que devaient poursuivre les générations après lui. Devait-il se sauver en se réfugiant à l'infirmerie, ou bien protéger les siens en faisant un rapport à son supérieur? Le refus de choisir montait en lui comme une clameur muette. Lorsqu'il regagna les lignes françaises et qu'il croisa les yeux de ses compagnons, il craignit qu'on ne lise dans son regard sa double identité de menteur et de traître. Il conclut ainsi que par amour pour le Chili, il fallait respecter le secret que Helmut Richmann venait de lui confier. Il imagina un juste milieu impossible entre l'imposture et l'aveu. Il chercha un indice, un signe qui le pût confirmer dans ce choix. Mais face à ses camarades fatigués, il demeura hésitant, incertain. En voyant Charles et Robert, sous des couvertures crasseuses, sur des lits de blé battus, la honte qu'il éprouva fut telle qu'il s'aperçut qu'elle avait effacé sa décision. Il comprit que la véritable fraternité le liait, au fond de lui-même, à un autre choix. Il ne le saisit pas tout de suite. Il était loin de soupçonner qu'il venait d'assister à la déchirure d'une première blessure. Mais avec une discrète pudeur, 1 heure après son retour, il informa son supérieur de l'embuscade allemande. Quand on lui tendit les 30 francs de prime, il les refusa. Le jeudi, l'escouade de Lazare attaqua à l'aube avec 150 hommes bien armés et les Allemands, pris par surprise, encore endormis, furent incapables de repousser l'offensive. On jeta des grenades dans les paillasses. On brûla les gardes-manger. On exécuta des prisonniers. On lâcha des meutes de chiens. On fusilla des otages. Pendant plusieurs heures, on reproduisit les mêmes abus qu'on condamnait chez l'ennemi. Bientôt, les Français furent les seuls debout, entourés de vaincus qui rampaient dans la fange. Lazare chercha des yeux le cadavre de Helmut Richmann dans la plaine fumante. Il retourna les corps, déchiffra les plaques courbées sur chaque uniforme, les yeux rivés au sol, si absorbés qu'il ne vit pas l'obus éclater près de lui. La bombe explosa à 1 mètre avec une force foudroyante. Bien des années plus tard, au bout de sa vie, quittant le monde dans sa maison de Santo Domingo, Lazare devait se souvenir avec une précision terrifiante de cette détonation qui le projeta dans les fossés d'un abri voisin et lui fracassa les côtes contre une pierre. Le choc lui ouvrit le flanc gauche et lui creusa un trou si profond qu'on apercevait, couvert de terre et de pluie, son poumon à découvert. Avant de perdre connaissance, il crut voir le visage de Helmut Richmann se pencher sur lui. Puis, il se laissa sombrer dans un abîme éthéré et oublia cette scène pendant des années. Jusqu'au jour où, 30 ans et 2 mois plus tard, ce même soldat allemand, chargé d'or et de boue, vint le chercher dans son salon pour l'accompagner dans sa rencontre avec la mort.